on va désormais parler du deuxième aspect qui est relatif à l'augmentation de la température. Qu'est-ce que ça, comment cela modifie-t-il le fonctionnement de la plante? Déjà, l'augmentation de 1 degré ou 2 degrés, on peut voir que sur ce graphique-là, qui présente les réactions biologiques et l'effet de la température sur la réaction biologique, tant qu'on reste dans la zone non assurée, en fait, on va plutôt augmenter les réactions biologiques. Ces réactions ne sont absolument pas défavorables au fonctionnement de la plante. Par contre, c'est sur toutes les zones assurées de ce graphique qu'on voit que l'augmentation de la température va avoir des répercussions. Quand on augmente trop, on est dans une zone à risque où le fonctionnement biologique va être perturbé parce que l'ensemble du métabolisme va avoir des perturbations. Et quand on rentre dans la partie la plus basse, qui est a priori moins l'effet d'un changement climatique, on est dans une zone défavorable aux réactions biologiques et donc on produit moins dans cette situation-là. Donc c'est la deuxième diapo sur l'effet de la température. C'est a priori, si on augmente la température, tant qu'on reste dans la zone de confort, on va pas changer grand-chose, sauf que on va a priori diminuer la durée du cycle végétatif. Et une des conséquences de ça, c'est que on va avoir une réduction du temps pour l'assimilation. Alors quelles conséquences cela va-t-il avoir? La durée du cycle végétatif, on en a vu un exemple dans la première partie, en introduction, c'est a priori, par exemple, les dates de vendange vont être avancées. Ou la durée de la présence épigée, donc de la présence des feuilles sur la plante, va être un peu réduite. Ça va pousser un peu plus tôt, mais la sénescence va arriver un peu plus tôt. Et la conséquence en termes climatiques, c'est que les besoins en eau vont être augmentés parce que s'il fait plus chaud, la demande climatique, en fait, le pouvoir évaporant de l'air va un peu augmenter. Donc on a des besoins en eau qui augmentent. Concernant la réduction du temps pour l'assimilation, la qualité des productions va être modifiée. Alors ça peut être positif ou ça peut être négatif selon les produits qu'on cherche à produire pour les systèmes agricoles. Vous avez un exemple sur, par exemple, l'effet sur les dates de floraison du pommier ou la modification de la qualité du vin. Donc le premier graphique sur rangée présente l'évolution observée depuis 1963 de la floraison du pommier. On passe du jour calendaire numéro 120, donc c'est début avril, à désormais en 2013 le jour 100 qui est plutôt mi-mars pour la floraison, voire début mars pour la floraison du pommier. Donc c'est une plante qui n'a pas changé et son environnement c'est pas une plante qui est régulièrement modifiée. Donc ça c'est quelque chose qu'on constate et il y a de nombreux exemples. Donc ça montre bien l'exemple de la durée du cycle qui est raccourcie. Donc l'ensemble des réactions biologiques, elles vont plus vite pour arriver à la maturité ou à la floraison ou à la sénescence. Par contre, sur certains aspects, on voit que sur d'autres types de plantes, on voit que le degré d'alcool ou l'acidité du raisin est modifié, ce qui peut être considéré comme positif ou comme négatif. Depuis 1970 et jusqu'à 2009-2010, on voit que l'alcool des raisins est augmenté et l'acidité est diminuée des raisins. Donc là, on voit des effets sur la qualité de la production. Quels sont les autres effets que produisent ces changements de température? Alors j'en ai touché un mot dans le diaporama précédent, en tout cas dans le discours précédent, c'est que globalement, s'il fait plus chaud, on sait qu'a priori l'évaporation est supérieure. On traduit ça en général par le terme demande climatique. Donc, en général, si la température augmente, on a une situation de sécheresse, en particulier estivale, plus importante. Et évidemment, plus on augmente la température, plus on peut être, dans certaines situations, approcher la zone assurée, donc on peut être dans la zone à risque. Alors, quelles conséquences ça peut-il avoir d'arriver dans la zone à risque? C'est que le métabolisme est perturbé au point d'être modifié, là, cette fois-ci négativement,
On peut même avoir des situations où on arrive dans une telle zone à risque que on a des surfaces qui s'échauffent et se détruisent. Ça s'appelle l'échaudage. Donc on a un échauffement des surfaces qui s'amplifie au point de rendre compte d'un assèchement des surfaces par excès de chaleur. La synthèse qui se traduit sur l'effet de la température et notamment de l'augmentation de la température, c'est une durée du cycle qui va diminuer. Donc on a une avancée des dates d'osmie, une avancée des dates de floraison et j'ajoute une avancée des dates de sénescence. On a évidemment une réduction du temps pour l'assimilation. Donc peut avoir une modification des qualités des productions qui peut jouer positivement ou négativement selon le produit à laquelle on s'intéresse. On a une respiration accrue puisque quand l'activité biologique augmente, la réaction biologique augmente, dont la respiration. On peut avoir, dans le cas d'une respiration accrue, une sensibilité aux maladies et aux ravageurs plus importante. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, en termes de recherche, un petit peu qui est compliqué à étudier. Parce que si on augmente les températures, il y a des ravageurs et des maladies qui vont arrêter de se développer et d'autres qui vont au contraire augmenter un peu plus. Dans tous les cas, c'est les deux derniers points, on a une augmentation de la transpiration et surtout une augmentation des contraintes hydriques. Et le dernier point, évidemment, si on était précédemment proche de la zone assurée ou de la zone où les températures on approchait la zone à risque, on peut avoir une augmentation des risques. L'augmentation des températures, on aborde les réactions chimiques et une perturbation des réactions biologiques, mais aussi on peut avoir des situations un petit peu différentes où on augmente les zones à risque comme les situations de gelée de printemps qui peuvent arriver sur des espèces qui n'en rencontraient pas précédemment. Alors, concernant les températures et son lien avec les changements climatiques et les impacts sur le fonctionnement des couverts, si la variation touche la zone de confort, en fait, ça n'engendre pas de problème majeur. Et globalement, les progrès génétiques sont de bons moyens d'adaptation ou la sélection. Il n'y a pas que les OGM. Quand je parle de progrès génétiques, j'entends le progrès dans la sélection, dans le choix des bonnes espèces, etc. C'est plutôt un bon moyen de s'adapter à des changements de température si on est dans la zone de confort du graphique que je vous ai présenté. Par contre, si on est proche des zones à risque, on est dans la situation où là, les problèmes sont beaucoup plus importants. On peut avoir une augmentation des gels de printemps, de l'échaudage ou de la non-refroidissement des plantes qui ont besoin de vernalisation. Donc c'est un effet froid pour améliorer et pour générer la germination des plantes. Dans ce cas, on est dans des problèmes plus importants avec des situations qui sont beaucoup plus délicates à évaluer parce que ça va dépendre des fréquences d'arrivée, des gelées, des excès de température, etc. Cette fois-ci, le progrès dans la sélection et dans le choix des espèces est plus compliqué. On est plutôt dans une stratégie d'évitement. Et la génétique peut être un volet d'évitement, mais non pas de résistance. Un aspect plus compliqué à étudier et à caricaturer, c'est l'effet de la température sur les maladies et sur les ravageurs. Cette situation-là est plus délicate à présenter de manière simple pour comprendre. Le dernier aspect concernant la température, c'est qu'attention, si l'on combine les effets d'augmentation de la température et du CO2, on peut avoir des effets qui sont plus complexes que présentés comme je viens de le faire précédemment. Si l'on reprend le tableau précédent, où je montrais que l'augmentation du CO2 avait des effets bénéfiques sur les rendements, des plantes de type C3 et C4 comme le blé et pour les plantes de type C4 comme le maïs, on peut voir que bizarrement les effets combinés CO2 et température sont plutôt positifs pour moindrement consommer l'eau disponible dans le sol. Alors vous le voyez dans l'avant-dernière colonne du tableau, où vous voyez que l'effet d'augmentation du CO2 et l'effet d'augmentation de la température a comme conséquence une moindre consommation en eau. Parce que bien que la surface foliaire est augmentée, en fait, les stomates, qui sont la zone, l'endroit par lequel les échanges d'eau et de CO2 se font,
les stomates se ferment un peu vu qu'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, la transpiration est moindre, bien qu'il y ait plus de matière épigée pour la croissance. Et donc, les situations sont plus complexes avec un doublement du CO2 et avec une augmentation de la température. On voit dans ce cas-là qu'on a une efficience d'utilisation de l'eau supérieure avec ce changement climatique qui combine et CO2 et augmentation de température. C'est une situation qui met un contrepoids à l'unique effet de la température. Le CO2 augmentant, on a une meilleure utilisation du CO2 et de l'eau combinée. Le dernier aspect montre, c'est la troisième partie que je vais présenter désormais. Et donc, je vais vous présenter les effets des précipitations sur le fonctionnement des agrosystèmes vus sous l'angle du fonctionnement des plantes.